largement donc sur l'histoire du genre de ces formations techniques et professionnelles. Et en fait, j'avais travaillé sur le... Alors moi, je viens de l'histoire sociale de l'éducation, donc je travaille sur les institutions, sur les pratiques, et beaucoup moins sur les textes, beaucoup moins sur les discours. Et en fait, j'ai commencé à travailler sur les textes avec un groupe pluridisciplinaire ici à l'IFE, de philosophes, de sociologues et puis d'historiens sur une histoire des rhétoriques de l'égalité à l'école, qui portait quand même surtout sur l'égalité tout court. C'est-à-dire que mes collègues hommes par ailleurs n'étaient pas très ouverts à la question du genre, mais justement m'avaient demandé de venir pour mettre un petit peu de genre quand même dans cette affaire et de voir ce qu'il en était de la question de l'égalité des sexes. Donc en fait la réflexion que je vous propose là aujourd'hui, donc elle s'inspire de ces travaux et des recherches que j'ai continué à faire depuis sur un chantier qui est assez déserté en histoire de l'enseignement, qui est celui de l'histoire des formations techniques et professionnelles, et encore plus déserté les formations techniques et professionnelles féminines. Alors l'idée d'une école qui puisse préparer les filles à un emploi émerge à partir des années 1860 sous la voix, la plume de féministes comme Juliette Lambert, Julie Daubié, André Léo. Donc ce sont des femmes qui réclament l'instruction, enfin l'accès des filles à l'instruction professionnelle pour obtenir une indépendance économique, et Julie Daubié, qui est la plus radicale d'entre elles, qui demande d'accorder aux femmes les mêmes possibilités professionnelles qu'aux hommes, ce qui suppose donc une égalité de l'instruction. Donc là, avec Julie Daubié, c'est la première bachelière de France, 1861, donc on est dans ces années 1860-1870. Et donc c'est dans ce contexte que s'ouvrent enfin pas que s'ouvrent, mais on a déjà pour les jeunes filles donc issues des classes moyennes un certain nombre d'institutions secondaires privées qui fonctionnent depuis le début du siècle, qui ont été étudiées par Rebecca Rogers et qui fabriquent des générations de femmes enseignantes, de femmes directrices de pension, donc de femmes pédagogues. Et dans ces années 60, on a aussi un certain nombre d'écoles professionnelles de filles qui sont créées au niveau local, c'est-à-dire qu'il ne faut pas regarder au niveau national pour trouver ce type d'initiative, c'est tout le temps au niveau local, encore plus pour les filles. Et le premier cours professionnel offert aux filles est créé à Lyon en 1857. C'est le cours de comptabilité pour dames et demoiselles, donc qui est créé par Élise Luquin, qui est fille de négociant, et c'est un cours qui est soutenu dès le départ par la Chambre de commerce, par la ville de Lyon, donc qui finance, et à partir de 1868 par l'État. Ensuite, on a une autre école qui est la plus connue parce qu'elle est parisienne. Je suis très chauvine. C'est l'école d'Élisa Lemonnier, non seulement parce qu'elle est parisienne, mais parce qu'elle est féministe, alors que Élise Luquin est bien moins intégrée dans les réseaux féministes d'alors. Et donc l'école professionnelle d'Élisa Lemonnier, qui est une école de commerce, commercial, mais aussi plus industrielle. Et puis à partir de là, vous avez un certain nombre d'écoles qui sont créées dans les grandes villes de France dans les années 70, des cours d'adultes. Également des cours d'adultes pour les femmes, et ce mouvement n'est absolument pas français, hexagonal, hein. On retrouve la même dynamique un petit peu partout en Europe, notamment en Angleterre et en Allemagne. Donc ce sont des initiatives qui sont locales et qui sont des initiatives féminines, c'est-à-dire que ce sont des femmes, souvent des institutrices comme Luquin, qui montent les projets, qui sont soutenus par les élus locaux ou alors par des notables de la ville. Donc ça c'est très très important. Puisque ces cours se développent, et quand l'État prend en charge vraiment la formation technique et professionnelle, donc je vais parler de l'État éducateur, donc ces cours existent déjà, ils sont subventionnés. Pour autant, quand l'État commence vraiment à développer cet enseignement technique et professionnel, il s'intéresse quand même essentiellement aux garçons. Je vais vous épargner les données chiffrées, mais en gros des années 1880 aux années 1930,
Le réseau d'enseignement technique et professionnel se développe fortement pour les garçons, beaucoup moins pour les filles, même si il y a une formation technique et professionnelle pour les filles. Donc inégalité, on va dire, en termes de possibilités d'accès à ces formations, et inégalité, bien évidemment, en termes de contenu d'orientation, puisque les garçons se limitent essentiellement dans les filières industrielles, quand les filles, elles, se répartissent, comme aujourd'hui, à égalité entre toutes les filières, mais qui, à l'époque, sont la confection et les métiers du commerce. Donc en fait, cet accès des filles aux formations techniques donc de niveau intermédiaire pose la question de l'égalité et des inégalités, de l'inégalité des sexes à l'école. En fait, les historiens, mais aussi les contemporains, je l'ai dit tout à l'heure en introduction, se sont surtout intéressés à la question sociale posée par l'égalité de l'instruction, et beaucoup moins par la question du genre, puisqu'en fait, on va dire dès Condorcet, dès la Révolution française, mais surtout à partir de la fin du XIXe siècle, tout début du XXe siècle, en fait, ce sont surtout les inégalités sociales qui commencent à être discutées dans le champ de l'éducation, inégalités sociales qui sont perçues surtout à travers le prisme de l'accès des classes populaires à des études longues, en gros, comment faire que les enfants d'ouvriers aillent au lycée. Et donc cette question, c'est celle qui anime, en fait, qui structure vraiment les débats sur l'égalité à l'école à partir des années 1900, en gros. Et c'est ce que Bruno Garnier appelle l'équité ségrégée. C'est-à-dire qu'on a un régime d'équité ségrégée, donc qui est le régime qui est combattu par ces partisans de l'égalité, c'est-à-dire que c'est le système qui est imaginé par Guizot et mis en place, vraiment consolidé par Ferry, c'est-à-dire c'est un système scolaire qui donne une place à chacun. J'ai bien chacune, c'est un petit peu différent, selon son origine sociale, selon sa destinée. Donc ce système, il commence à être mis en question dans les années 1900, et ces partisans de l'égalité, en fait, font très peu de place à la question de l'égalité des filles et des garçons. Donc de l'égal accès des filles et des garçons aux formations. C'est une question pourtant qui est très largement posée par les féministes dès les années 1860-1870, et en fait qui va pas être discutée véritablement dans le champ, dans la sphère éducative, mais qui va être discutée ailleurs, et notamment dans à travers les débats et les controverses qui sont liées à l'accès des femmes aux professions de prestige et de responsabilité, donc professions qui nécessitent la possession d'un diplôme universitaire, donc en gros toutes les professions libérales. Et donc ces débats qui ont lieu à l'Assemblée nationale, qui ont lieu dans les pages de la presse féministe, en fait, mettent en avant la question de l'égalité d'accès aux formations et aux métiers, et donc confrontent un partisan de l'égalité et partisan du statu quo social, donc qui assigne les femmes au foyer ou au métier de femmes. Donc là, je renvoie aux travaux de Juliette Rennes sur cet accès aux professions supérieures et au débat. Donc en fait, moi, ce qui m'intéresse ici, c'est de partir de la question de l'égalité en éducation dans la sphère éducative, et à partir de formations qui sont a priori un peu plus ouvertes. On n'est pas ici dans des formations élitistes, donc des formations techniques et professionnelles qui sont les formations commerciales. Les formations commerciales qui sont plus ouvertes, on va dire, du point de vue de la classe, puisqu'on a des formations intermédiaires et on a des écoles supérieures de commerce qui à l'époque ne sont pas des grandes écoles, on y accède sans le bac, et aussi qui sont plus ouvertes du point de vue du genre, puisqu'en fait, ce sont des filières de formation qui se développent avec les deux sexes. On a autant de filles que de garçons dans ces formations. On a dès les années 20 des CAP mixtes qui sont mis en place, qui sont les uniques CAP mixtes, le CAP d'aide comptable est le seul CAP mixte, qu'il est non seulement sur le papier, mais qu'il est également dans les faits, puisqu'on a autant, quasiment, on a 60-40% de titulaires, garçons et filles,
de ce diplôme. Et donc ces écoles commerciales répondent à une demande de formation qui est en très très forte croissance, donc pour les métiers de l'administration, de la vente, des métiers qui connaissent au tournant des 2 siècles une féminisation très forte et une hiérarchisation de genre également très forte. Donc ces évolutions, elles sont largement débattues donc par les hommes et les femmes, j'insiste, qui sont responsables de ces formations. Beaucoup de femmes, je vais y revenir, qui débattent donc des questions d'égal accès aux formations dans les congrès internationaux de l'enseignement technique, dans les expositions universelles, dans les revues de l'enseignement technique, dans diverses publications. Je m'attarde pas trop là-dessus, mais ce qui est intéressant, c'est de voir que ces débats, en fait, sont très intéressants dans la mesure où ils témoignent d'une nouvelle capacité des femmes, en fait, à intégrer la sphère publique, c'est-à-dire qu'elles vont débattre dans les congrès internationaux qui souvent se tiennent en marge des expositions universelles. Elles utilisent les opportunités du moment, on va le voir, pour gagner en autorité. Ce sont des femmes d'autorité pour certaines d'entre elles. Moi, je m'intéresse notamment dans mes recherches au cas d'Élise Luquin. Élise Luquin, institutrice, directrice de formation professionnelle, inspectrice générale de l'enseignement technique, membre du Conseil supérieur de l'enseignement technique. Enfin, c'est une femme qui prend des galons au sein du ministère de l'instruction publique dès les années 1860. Elle est missionnée par le ministre Duruy dès les années 1860 et en fait elle meurt en 1898 avec quand même un certain nombre de responsabilités et une certaine autorité dans ce milieu de l'enseignement technique, mais figures qui sont complètement effacées dans l'histoire de l'enseignement technique. Donc ces femmes, elles construisent des réseaux nationaux, internationaux, et en fait, à leur manière, dans les débats qu'elles animent, elles interrogent véritablement le genre de l'État éducateur. Et c'est ce qui m'intéresse ici. Les rhétoriques de l'égalité et inégalité des sexes qu'elles convoquent, mais aussi des hommes, il n'y a pas que des femmes, utilise très fréquemment la notion d'aptitude. La notion d'aptitude, aptitude qui va être un peu un des fils rouges de mon intervention, que je vais arriver à développer quand j'aurai fini mon introduction. La question des aptitudes, en fait, qui renvoie à des réalités différentes. L'aptitude qui est utilisée par les féministes à partir des années 80, qui est une notion qui renvoie en fait aux qualités propres de l'individu, et donc qui s'applique tant aux hommes qu'aux femmes. Et puis donc ces féministes qui s'opposent à une deuxième manière de voir les aptitudes, qui voient les aptitudes comme un trait propre au sexe quand il s'agit des femmes, puisque les hommes n'ont pas d'aptitude de groupe, ce sont les femmes qui ont ces aptitudes de groupe, et donc dans une assignation collective du sexe à la maternité, aux tâches domestiques. Donc la notion d'aptitude, elle s'invite dans les débats dès les années 1880, à nouveau dans les années 1920, et c'est une notion qui est utilisée pour défendre l'égalité sociale à l'école. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment elle est utilisée pour l'égalité des sexes à l'école. Alors 3 temps, je vais aller assez vite, je veux juste résumer, on va dire, les principaux arguments, et 3 temps parce que voilà, je suis historienne, donc j'ai une chronologie, et les discours doivent être véritablement contextualisés, autrement on peut tout leur faire dire finalement. Donc si on prend un premier temps, qui est un temps à mon avis très très important, c'est en gros des années 1860 aux années 1890, qui est revendiqué par ces femmes pédagogues, le droit à la formation pour les filles dans la différence. Donc ça, c'est une expression qui va être très très utilisée, le droit à la formation dans la différence. Donc je ne vais pas revenir sur Élise Luquin, elle joue un rôle moteur lors de cette première période, notamment par ses actions. Elle forme des enseignants de l'enseignement commercial, elle publie des manuels qui ne sont pas genrés, qui ne sont pas destinés aux filles, des manuels de comptabilité tout court. Les manuels de comptabilité pour les filles vont être publiés bien plus tard, et c'est une femme donc qui défend très activement, on va dire, sa boutique, c'est-à-dire un accès des filles aux formations techniques.
Alors, quels sont ces arguments? Et donc, c'est bien de lister les arguments et de voir comment ils évoluent en assez peu de temps. Quand elle crée l'école, donc en 1857, elle met en avant, Élise Luquin, des arguments au niveau de l'économie. Il faut former les femmes puisque c'est l'économie qui le requiert, donc c'est ce qu'on appelle le pool, c'est-à-dire que les femmes des petites élites urbaines travaillent déjà, elles sont mères, épouses, et elles travaillent dans la boutique ou dans l'atelier familial, c'est elles qui tiennent les comptes, c'est pas nouveau. Ce qui est nouveau, c'est que la comptabilité change énormément, est en pleine période de mutation, elle devient plus compliquée, et donc il faut former les femmes à une théorie comptable plus complexe. Et c'est le premier argument qu'elle met en avant. Et ensuite, pour trouver des fonds, pour motiver, on va dire, la ville, pas tellement la chambre de commerce, parce que la chambre de commerce, elle sait très bien quels sont les besoins de l'économie, elle va mettre en avant un argument plus philanthropique, alors qu'on va appeler l'argument du push, ou alors plus féministe, qui dit que finalement, il faut protéger les jeunes filles des classes moyennes, puisque bien évidemment, il s'agit là de prolonger les scolarités, donc ça peut s'adresser qu'aux filles des classes moyennes, qui ne pourront pas trouver à se marier, donc qui sont menacées de déclassement, donc il faut leur offrir une formation. Et ça, l'argument philanthropique, c'est un argument qui est systématiquement avancé à partir de ces années-là par les féministes pour militer pour l'ouverture de formations. C'est vraiment l'argument philanthropique, c'est très rarement l'argument économique. Mais en fonction de l'interlocuteur, bien évidemment, on n'utilise pas forcément le même argument. Plus tard, donc on est 20 ans plus tard, dans les années 80, au congrès international de l'enseignement technique de Bordeaux en 1886, donc Luquin milite pour que l'État ouvre des écoles commerciales pour les filles, donc elle a un peu peaufiné son argumentaire, et là elle a un premier argument qui met bien en avant le danger social que représente le travail des femmes à l'extérieur du foyer. Donc son but à Luquin, c'est de rassurer sur l'usage social par les femmes d'une formation professionnelle. Il faut ouvrir ces formations, mais attention, rassurez-vous, les filles vont être formées à la comptabilité, mais vous inquiétez pas, elles vont revenir chez elles pour travailler avec leur mari, avec leur père, etc., etc., avec tout un argument sur l'enseignement de la comptabilité va permettre de renforcer la famille. C'est-à-dire, comme les femmes vont être mieux formées à la comptabilité, elles vont éviter les faillites des entreprises familiales, donc les familles seront très heureuses, pourront prospérer, etc., etc. Donc on voit que l'argument est toujours au départ, peaufine, du côté de la famille. Deuxième argument, qu'on n'a pas tellement dans les années 1850, puisqu'en fait il n'y a pas encore besoin de le construire, c'est convaincre que les femmes ont des dispositions naturelles et spéciales pour le commerce. En gros, elles ont la bosse du commerce, donc c'est pas dit comme ça, mais tous les termes, ordre et patience, conservation, économie. Et donc, dès ces années 80, cette seconde série d'arguments qui met en avant des aptitudes de groupe, donc des aptitudes de genre, celles des femmes, elles sont faites pour. Donc, on va créer des écoles pour elles. Donc si on continue dans la chronologie, l'argument philanthropique dans les années 90, c'est le préalable, il n'y a pas le choix, mais regardez ces pauvres femmes qui ne trouvent pas à se marier, effectivement on a un taux de célibat qui est très important. Qui n'arrivent pas à se marier, mais c'est pas nouveau, qui n'arrivent pas à se marier, donc il faut absolument les former, autrement elles vont devenir ouvrières et c'est pas possible, les classes moyennes ne peuvent pas déchoir. Donc on a toujours donc cet argument qui redouble, et toujours les aptitudes de genre qui sont convoquées, les aptitudes féminines, mais cette fois-ci avec une nuance qui est apportée. On voit que l'argumentaire se complexifie un petit peu, c'est qu'en fait les aptitudes féminines, elles vont être convoquées pour déterminer cette fois la place des femmes dans l'activité commerciale.
c'est plus de dire les femmes sont faites pour le commerce, c'est de dire que les femmes, je cite Luquin, elle met en avant cette idée simple et vraie que si les entreprises activent les vastes conceptions, les lourdes responsabilités appartiennent à l'homme, la femme peut trouver sa place légitime à ses côtés comme auxiliaire fidèle, comme collaboratrice sûre et dévouée. Donc on voit déjà que se dessine et que se construit une division sexuée du travail comptable, commerciale, et que donc face à ces évolutions, on a un discours du côté de l'éducation qui en fait colle un petit peu à ces évolutions et donc qui va tendre à fabriquer donc des aptitudes de genre qui va répartir filles et garçons au sein des différents métiers que propose le commerce. Mais donc du coup, ces aptitudes de genre pour le commerce alimentent un autre débat sur de fait, il faut différencier les enseignements, puisque jusque-là, il n'y a pas de différenciation au sein de l'enseignement commercial entre les filles et les garçons. Les écoles ne sont pas mixtes, c'est des écoles séparées, mais rien vraiment dans les programmes ne montre de différenciation. Donc la question commence à être abordée au moment où on a une féminisation de plus en plus forte du travail de bureau et aussi où on a une division sexuée qui s'accélère avec les postes subalternes donc de plus en plus donnés aux femmes et les postes de responsabilité aux hommes. Donc on en discute. Donc tout le monde est d'accord pour donner une spécialisation, par exemple en sténodactylographie aux femmes, parce qu'au moins on est sûr qu'elles auront un débouché très concret, plutôt que d'aller à l'université, et qui est un vrai mirage, où elles vont vouloir être médecin, avocate, que sais-je, et c'est pas, avocate c'est pas encore possible, mais médecin oui, c'est trop aléatoire, il vaut mieux être dactylo. Mais la question c'est plus intéressant de voir comment elle est posée pour les garçons. Et pour les garçons, il est mis en avant que oui, quand même, ce serait bien que les garçons aussi aient un enseignement obligatoire de sténodactylographie. Pourquoi ? Puisqu'en fait les garçons doivent partager ces nouveaux débouchés de sténodactylographie pour les garçons qui on apprend qu'ils sont nombreux, ne sont, je cite, ni favorisés par la naissance et la fortune, donc en gros qui ne pourront pas être placés par papa, dans l'entreprise de papa, ni persévérants et travailleurs, et donc qui ne deviendront pas chefs de maison, mais seulement employés de bureau, donc il faut bien quand même qu'ils apprennent à taper les lettres et pas seulement à les faire taper. Et je cite Héloïse Malmanche, qui défend aussi cette position, je la cite, car il y a des hommes de santé délicate et fragile qui ont besoin de ces compétences très spécialisées. Donc en fait, filles et garçons doivent apprendre la sténodactylographie, mais pour des raisons différentes, du fait de leur aptitude de genre pour les filles et de leurs aptitudes individuelles pour les garçons faibles, qui n'est pas une aptitude de genre, qui est une aptitude individuelle, vont aller faire de la sténodactylo. Donc en fait, ces pionnières de l'enseignement commercial, elles élaborent un discours qui devient vraiment, ça y est, qui est rodé dans les années 90 sur le droit à des formations différenciées selon le sexe. Elles recourent à l'éternel féminin, elles reprennent à leur compte et elles les construisent aussi, donc ces discours sur les aptitudes féminines à la discipline commerciale. Et donc cette différenciation qui commence à être perçue dans les enseignements permet de mettre de l'ordre dans le marché du travail tertiaire qui est justement bouleversé par la féminisation et donc ça préserve la non-mixité des métiers à l'intérieur de ce secteur d'emploi. Mais en même temps, c'est un discours qui est le seul audible à l'époque et c'est celui en tout cas qui permet d'ouvrir les écoles, d'obtenir des subventions, etc., etc. On a un deuxième temps entre 1900 et la Première Guerre mondiale, où on a en fait un discours beaucoup plus radical qui se fait entendre, qui est neuf, dans les milieux toujours pédagogiques, dans les milieux de la formation technique et professionnelle, qui quand même, je le rappelle, est un milieu très très masculin. Au Congrès de Paris en 1900, alors je pense qu'il faut relier ça, bien sûr, à l'influence beaucoup plus forte des mouvements féministes européens lors de la première décennie du siècle. On a, au Congrès de Paris en 1900, une directrice d'école pratique de commerce et d'industrie qui avance que l'instruction reçue doit permettre aux filles d'obtenir des postes plus lucratifs, d'obtenir des salaires qui ne soient pas inférieurs aux hommes.
En 1910 à Vienne, est revendiquée la création de formations commerciales féminines de niveau supérieur. C'est Rosika Schwimmer qui le met en avant. On doit donner aux filles la même instruction qu'aux garçons, de façon en les rendant égaux en capacité à relever le prix du travail des femmes. Et surtout à Budapest en 1913, dernier congrès avant la guerre, on a une professeure d'enseignement commercial, Otto Gerhardt, qui revendique l'égalité et la parité absolue entre les écoles de commerce de filles et de garçons, et qui donne à l'école un rôle premier dans la lutte contre les inégalités professionnelles. Alors elle fait le constat suivant. On a une infériorité de l'éducation des filles un peu partout en Europe, ce malgré l'essor de formations commerciales de bon niveau. Mais quand même, on a une multitude de cours commerciaux rudimentaires qui proposent des formations express. Exemple, les cours Pigier. En quelques semaines, on vous apprend donc à taper à la machine. Ces cours recrutent une clientèle essentiellement féminine, voire même quasi exclusivement féminine, qui devient le réservoir pour les entreprises commerciales, réservoir de main-d'œuvre, subalterne, docile, bon marché. Donc Gerhardt admet que cette main-d'œuvre elle est nécessaire, que l'économie a besoin de cette main-d'œuvre, mais elle conteste en revanche, je cite, la prétention de vouloir remplir cette catégorie par des femmes seules. Donc pour Gerhardt, l'école devient le lieu de protection de ces inégalités, puisqu'elle différencie les formations en fonction du sexe des élèves, et non en fonction des aptitudes individuelles, telles que pourrait le réclamer le libéralisme. Le libéralisme économique qui demande la mise en valeur la plus libre de toutes les énergies. Donc il doit y avoir spécialisation des formations commerciales, mais elle ne doit pas mener à une spécialisation de sexe. Donc cet discours qui est un discours très radical, qui met en avant la primauté des aptitudes individuelles, qui rejette complètement les aptitudes de genre, donc les aptitudes de groupe pour les femmes, et donc qui de fait réclame, revendique une égalité des formations masculines et féminines. Dernier point, très très rapidement, parce que je pense que c'est... Non, ça va ? Bon, dernier point donc de la Première Guerre mondiale aux années 30. Alors on sait que c'est une période qui est beaucoup plus tendue, avec des avancées au niveau du travail des femmes pendant la Première Guerre mondiale et ensuite le fameux backlash de l'entre-deux-guerres. Donc il y a un nouveau contexte, c'est-à-dire qu'on a une féminisation forte pendant la guerre et au lendemain de la guerre des emplois de bureau. Mais de fait, on a donc des recompositions hiérarchiques. Les femmes ont remplacé des hommes à des postes qui étaient jusqu'alors interdits, notamment à la tête des entreprises. Et en fait, l'offre de formation qui va se développer juste après la guerre, et même dès la fin de la guerre, elle porte la trace de cette rupture. Les filles sont beaucoup plus nombreuses à poursuivre une scolarité en filière technique, même si elles sont toujours moins nombreuses que les garçons. Et les filles ont désormais accès, dès 1915, à une partie des écoles supérieures de commerce qui jusque-là étaient réservées aux garçons et qui s'ouvrent aux filles pendant la guerre, sous le prétexte que il n'y a plus d'hommes, donc il va bien falloir quand même qu'on ait des chefs de commerce, donc pas le choix, on prend les femmes. C'est l'argument, on va dire, de circonstance. Mais c'est important puisqu'en fait, pendant l'entre-deux-guerres, donc la moitié des écoles de commerce de province, pas les parisiennes, sont ouvertes aux filles, et à Paris est créé en 1916 HEC Jeunes Filles, donc qui promet l'équivalent de HEC pour les filles. Mais cette progression des scolarités féminines, elle aiguise la concurrence entre les hommes et les femmes pour la conquête des métiers sur lesquels débouchent ces formations. Donc on est dans une situation de concurrence possible entre les hommes et les femmes dans ce secteur de formation et d'emploi. Donc les rhétoriques inégalitaires, antiféministes se renforcent, se durcissent pour commater les brèches, ces brèches qui sont opérées par ces femmes, donc dans ce que j'appelle la digue de genre. Ça se fissure un petit peu, donc on a des rhétoriques qui viennent la renforcer
colmater un petit peu ces fissures. Donc on a un premier argumentaire qui se dégage dans les congrès internationaux de l'entre-deux-guerres. Donc ok, la concurrence des hommes et des femmes sur le marché du travail, elle est possible à l'école, avec l'école, mais du coup il faut quand même maintenir cette concurrence. Donc une première stratégie, c'est de marginaliser, voire de gommer la présence des filles dans les filières de formation, ou à l'inverse d'exagérer leur présence. Donc moi j'ai étudié la mixité des écoles supérieures de commerce de province pendant l'entre-deux-guerres. On en parle très peu de ces écoles qui sont ouvertes aux filles. Il n'y a pas de promotion de ça. Dans les milieux pédagogiques, dans ces congrès internationaux, il y a un petit entrefilet au bout de 10 pages sur l'enseignement commercial supérieur. On en parle quand même assez peu. En revanche, à HEC Jeunes Filles, alors là on en parle beaucoup. C'est-à-dire qu'il y a une promotion de la non-mixité et pas promotion de la mixité réelle, qui est réelle, puisque dans les écoles supérieures de commerce de jeunes filles, il y a des cours de secrétariat qui sont ouverts pour faire face à l'arrivée des filles, mais dans certaines écoles, ces cours sont obligatoires également pour les garçons. Donc en fait, il y a une réelle mixité des cours. Donc invisibilité ou à l'inverse invasion. C'est-à-dire qu'on va dire, oulala, ces filles qui sont dans les écoles de commerce, les rares fois on en parle, très très nombreuses. Du coup, forcément, si elles sont nombreuses, elles courent le risque du déclassement, puisque elles vont être trop nombreuses à être diplômées et pas assez d'emplois, donc elles vont déchoir. Donc en gros, elles envahissent les écoles supérieures, mais elles sont à peine 20% des diplômés sur toute la période. Deuxième argumentaire, et là qui est bien on va dire bien construit, c'est asséner que les talents des hommes sont évolutifs et ceux des femmes sont limités. Donc dans ces milieux des formations commerciales, notamment dans les écoles supérieures de commerce, l'injonction méritocratique, elle est présente, mais elle ne se décline pas de la même manière pour les jeunes hommes ou pour les jeunes femmes. Pour les jeunes hommes, la formation va permettre d'évoluer dans la carrière, va permettre de briguer des postes supérieurs, quand pour les femmes, c'est proposé. La formation, autrement, elles ne sont pas obligées elles vont pas dans une école supérieure, donc elles peuvent briguer des postes supérieurs à condition de rester des femmes. Donc, très concrètement, ça limite fortement les possibilités, puisqu'elles doivent rester épouses et surtout mères. Et donc en fait, cette limitation des aptitudes féminines va réduire vraiment l'ampleur du spectre des spécialisations, puisqu'en fait les garçons, en gros, ils peuvent tout faire. Même les hommes faibles peuvent faire du secrétariat, mais surtout, on les incite pendant les années 20 à intégrer le commerce actif. C'est tout ce qui est représentation commerciale, défense des produits français à l'étranger, etc. Les filles, c'est le commerce passif. Les termes sont utilisés, commerce actif, commerce passif, commerce au masculin, commerce au féminin, c'est-à-dire tout ce qui est vente au comptoir et secrétariat. Malgré une formation identique au départ. Ces aptitudes féminines, elles sont donc limitées, donc ça joue dans le champ de la mobilité sociale, donc permises pour les garçons du fait de leurs aptitudes individuelles, mais interdites aux filles du fait de leur appartenance donc au groupe des femmes. Et finalement, la seule concession, on va dire méritocratique, qui est accordée aux femmes, c'est de devenir secrétaire de direction. Donc ces jeunes filles de classe moyenne qui font des études supérieures de commerce, c'est bien, vous avez fait de grandes études, donc vous pouvez devenir l'élite de la profession, enfin de tous les métiers du commerce passif, c'est-à-dire secrétaire de direction. En 36, et je termine par le congrès de 36 qui est organisé à Rome, le contexte s'y prête. Là et désormais, on voit que vraiment il y a un resserrement des possibles pour les femmes. La question, c'est la préparation de la femme à sa fonction spécifique dans la vie économique, ce qui n'était pas du tout le cas dans les congrès précédents. Donc là, on a des discours très conservateurs, très antiféministes, qui côtoient aussi des discours très féministes. D'un côté, on a
donc les positions qui défendent les ambitions qui défendent les filles ambitieuses, mais pour le champ des carrières sociales et ménagères, donc du fait de leurs aptitudes féminines. Et puis de l'autre côté, on a des féministes, Cécile Brunschwig, Angeline Japsen, qui elles disent d'accord, les femmes peuvent s'orienter vers les métiers dits féminins, mais il ne faut pas que les autres métiers leur soient pour autant fermés. Et donc on a la défense vraiment ici d'un idéal méritocratique partagé entre filles et garçons. Je cite Brunschwig, étant donné que maintenant on reconnaît à tous les hommes le droit de prendre tous les postes, nous demandons qu'on nous laisse le droit de donner tout ce que nous pouvons donner. Et donc elle revendique la liberté complète du choix de la profession, tant aux jeunes gens qu'aux jeunes filles, choix qui ne doit se faire en tenant compte uniquement des dispositions physiques, des capacités et des goûts prononcés. Et du coup, c'est la première fois dans un congrès international d'enseignement technique qu'est revendiquée la coéducation. La coéducation, même si on a des cas, on va dire, de mixité, mais plus dans les cours pour adultes jusque-là, la coéducation qui est défendue pour la première fois, non pas, pour la première fois dans ce cadre-là, non pas dans le cadre de complémentarité des sexes, pour cette fameuse harmonie entre les sexes que la coéducation permettrait d'apprendre, mais cette fois-ci vraiment pour une égalité entre les sexes, pour permettre aux filles d'accéder aux métiers où elles sont encore peu nombreuses, voire absentes. Donc juste pour conclure, quand on regarde tous ces débats autour de la formation technique et professionnelle des filles, mais bien évidemment aussi des garçons, on voit qu'à partir des années 1870, la question de la formation des filles, de l'accès des filles à la formation et donc de la question de l'égalité des filles et des garçons à l'école est très présente. Malgré une historiographie qui a quand même plutôt, historiographie de l'éducation, qu'il a plutôt mis de côté, enfin qu'il a pas vu. Les débats montrent que des femmes ont acquis des positions importantes dans cette sphère éducative, des femmes qu'on peut appeler des leaders éducatifs, pédagogiques, pédagogues, chefs d'établissement, qui publient énormément, qui sont des inspectrices, etc., qui sont des expertes, et qui vont nourrir les représentations finalement genrées de l'éducation. Ces représentations ne découlent pas uniquement d'hommes qui pensent l'éducation, ce sont aussi des femmes qui les construisent. On voit aussi à travers ces débats comment on a un compromis qui se fait jour pour, on va dire, résoudre la contradiction qui est de plus en plus forte entre, d'une part, pour le XXe siècle, entre d'une part la revendication d'une école égalitaire autour de la classe, accès des enfants des classes populaires aux études longues, et de l'autre côté l'exclusion, surtout au XXe siècle, la différenciation des sexes à l'école. Donc là, il y a une véritable contradiction dans les discours, et on voit qu'en fait l'ouverture des écoles supérieures de commerce, par exemple, de province, à mon avis, donne des gages à cet idéal méritocratique, puisqu'elle permet aux filles les plus instruites, issues des classes moyennes et supérieures, d'exprimer leurs talents, cette fois individuels. Mais on sait que ces écoles, qui sont donc ouvertes en droit aux filles, accueillent encore peu de filles, puisque le discours dominant est encore un discours très contraignant, qui, au nom donc des aptitudes de genre, enjoint les filles à se diriger vers des métiers dits féminins ou des métiers subalternes. Voilà, terminé. Si j'ai pris le temps.